Lu et signé. Lu et signé. Lu Et signé. Lu, Lu lu et signé. lu Lu et signé. Lu et signé. La voix de Monsieur de Péréorade troubla le triomphe de son fils. Mon hôte, fort étonné de ne point le trouver président aux apprêts de la calèche neuve, le fut bien plus encore en le voyant tout en sueur, la raquette à la main. Monsieur Alphonse courut à la maison, se lava la figure et les mains, remit son habit neuf et ses souliers vernis, et 5 minutes après, nous étions au grand trot sur la route de Puygarrigue. Tous les joueurs de paume de la ville et grand nombre de spectateurs nous suivirent avec des cris de joie. À peine les chevaux vigoureux qui nous traînaient pouvaient-ils maintenir leur avance sur ces intrépides Catalans. Nous étions à Puygarrigue, et le cortège allait se mettre en marche pour la mairie lorsque Monsieur Alphonse, se frappant le front, me dit tout bas : « Quelle brioche! J'ai oublié la bague. Elle est au doigt de la Vénus, que le diable puisse emporter. Ne le dites pas à ma mère au moins. Peut-être qu'elle ne s'apercevra de rien. » « Vous pourriez envoyer quelqu'un, lui dis-je. »« Bah, mon domestique est resté à Île. Ceci, je n'y fis guère. 1200 francs de diamants, cela pourrait en tenter plus d'un. D'ailleurs, que penserait-on ici de ma distraction? Il se moquerait trop de moi. Il m'appellerait le mari de la statue. Pourvu qu'on ne me la vole pas. Heureusement que l'idole fait peur à mes coquins. Ils n'osent l'approcher à longueur de bras. Bah, ce n'est rien. J'ai une autre bague. » Les 2 cérémonies civiles et religieuses s'accomplirent avec la pompe convenable. Et mademoiselle de Puygarrigue reçut l'anneau d'une modiste de Paris, sans se douter que son fiancé lui faisait le sacrifice d'un gage amoureux. Puis on se mit à table, où l'on but, mangea, chanta même, le tout fort longuement. Je souffrais pour la mariée de la grosse joie qui éclatait autour d'elle. Pourtant, elle faisait meilleure contenance que je ne l'aurais espéré. Et son embarras n'était ni de la gaucherie, ni de l'affectation. Peut-être le courage vient-il avec les situations difficiles. Le déjeuner terminé, quand il plut à Dieu, il était 4 heures. Les hommes allèrent se promener dans le parc, qui était magnifique, ou regardèrent danser sur la pelouse du château les paysannes de Puygarrigue parées de leurs habits de fête. De la sorte, nous employâmes quelques heures. Cependant, les femmes étaient fort empressées autour de la mariée, qui leur faisait admirer sa corbeille. Puis elle changea de toilette et je remarquai qu'elle couvrit ses beaux cheveux d'un bonnet et d'un chapeau à plumes, car les femmes n'ont rien de plus pressé que de prendre, aussitôt qu'elles le peuvent, les parures que l'usage leur défend de porter quand elles sont encore demoiselles. Il était près de 8 heures quand on se disposa à partir pour Île. Mais d'abord eut lieu une scène pathétique. La tante de mademoiselle de Puygarrigue, qui lui servait de mère, femme très âgée et fort dévote, ne devait point aller avec nous à la ville. Au départ, elle fit à sa nièce un sermon touchant sur ses devoirs d'épouse, duquel sermon résulta un torrent de larmes et des embrassements sans fin. Monsieur de Péréorade comparait cette séparation à l'enlèvement des Sabines. Nous partîmes pourtant, et pendant la route, chacun s'évertua pour distraire la mariée et la faire rire. Mais ce fut en vain. À Île, le souper nous attendait. Et quel souper! Si la grosse joie du matin m'avait choqué, je le fus bien davantage des équivoques et des plaisanteries dont le marié et la mariée surtout furent l'objet. Le marié, qui avait disparu un instant avant de se mettre à table, était pâle et d'un sérieux de glace. Il buvait à chaque instant du vieux vin de Collioure presque aussi fort que de l'eau de vie. J'étais à côté de lui et me crus obligée de l'avertir. « Prenez garde, on dit que le vin... » Je ne sais quelle sottise je lui dis pour me mettre à l'unisson des convives. Il me poussa le genou et très bas, il me dit « Quand on se lèvera de table, que je puisse vous dire 2 mots. » Son ton solennel me surprit. Je le regardais plus attentivement et je remarquai l'étrange altération de ses traits. « Vous sentez-vous indisposé ?» lui demandai-je. « Non. » Et il se remit à boire. Cependant,
Au milieu des cris et des battements de mains, un enfant de 11 ans qui s'était glissé sous la table montrait aux assistants un joli ruban blanc et rose qu'il venait de détacher de la cheville de la mariée. On appelle cela sa jarretière. Elle fut aussitôt coupée par morceaux et distribuée aux jeunes gens qui en ornèrent leurs boutonnières, suivant un antique usage qui se conserve encore dans quelques familles patriarcales. Ce fut pour la mariée une occasion de rougir jusqu'au blanc des yeux. Mais son trouble fut au comble lorsque M. de Peyrehorade, ayant réclamé le silence, lui chanta quelques vers catalans impromptus, disait-il. En voici le sens, si je l'ai bien compris. Qu'est-ce donc, mes amis? Le vin que j'ai bu me fait-il voir double? Il y a 2 Vénus ici. Le marié tourna brusquement la tête d'un air effaré qui fit rire tout le monde. Oui, poursuivit M. de Peyrehorade, il y a 2 Vénus sous mon toit. L'une, je l'ai trouvée dans la terre comme une truffe. L'autre, descendue des cieux, vient de nous partager sa ceinture. Il voulait dire sa jarretière. Mon fils choisit de la Vénus romaine ou de la catalane celle que tu préfères. Le maraud prend la catalane et sa part est la meilleure. La romaine est noire, la catalane est blanche. La romaine est froide, la catalane enflamme tout ce qui l'approche. Cette chute excita un tel hourra, des applaudissements si bruyants et des rires si sonores que je crus que le plafond allait nous tomber sur la tête. Autour de la table, il n'y avait que 3 visages sérieux, ceux des mariés et le mien. J'avais un grand mal de tête et puis, je ne sais pourquoi, un mariage m'attriste toujours. Celui-là, en outre, me dégoûtait un peu. Les derniers couplets ayant été chantés par l'adjoint du maire, ils étaient fort lestes. Je dois le dire, on passa dans le salon pour jouir du départ de la mariée qui devait être bientôt conduite à sa chambre, car il était près de minuit. Monsieur Alphonse me tira dans l'embrasure d'une fenêtre et me dit en détournant les yeux: « Vous allez vous moquer de moi, mais je ne sais ce que j'ai. Je suis ensorcelée, le diable m'emporte. » La première pensée qui me vint fut qu'il se croyait menacé de quelque malheur du genre de ceux dont parlent Montaigne et Madame de Sévigné. Tout l'empire amoureux est plein d'histoires tragiques, etc. Je croyais que ces sortes d'accidents n'arrivaient qu'aux gens d'esprit, me dis-je à moi-même. « Vous avez trop bu de vin de Collioure, mon cher monsieur Alphonse, lui dis-je. Je vous avais prévenu. »« Oui, peut-être. Mais c'est quelque chose de bien plus terrible. » Il avait la voix entrecoupée. Je le crus tout à fait ivre. « Vous savez bien, mon anneau, poursuivit-il après un silence. Eh bien, on l'a pris? Non. En ce cas, vous l'avez? Non, je ne puis l'ôter du doigt de cette diable de Vénus. Bon, vous n'avez pas tiré assez fort. Si, fait. Mais la Vénus, elle a serré le doigt. Il me regardait fixement d'un air hagard, s'appuyant à l'espagnolette pour ne pas tomber. Quel conte, lui dis-je. Vous avez trop enfoncé l'anneau. Demain, vous l'aurez avec des tenailles, mais prenez garde de gâter la statue. Non, vous dis-je. Le doigt de la Vénus est retiré, reployé. Elle serre la main, m'entendez-vous? C'est ma femme apparemment, puisque je lui ai donné mon anneau. Elle ne veut plus le rendre. J'éprouvai un frisson subit et j'eus un instant la chair de poule. Puis un grand soupir qu'il fit m'envoya une bouffée de vin et toute émotion disparut. Le misérable, pensai-je, est complètement ivre. Vous êtes antiquaire, monsieur, ajouta le marié d'un ton lamentable. Vous connaissez ces statues-là. Il y a peut-être quelques ressorts, quelques diableries que je ne connais point. Si vous alliez voir... volontiers, dis-je. Venez avec moi. Non, j'aime mieux que vous y alliez seul. Je sortis du salon. Le temps avait changé pendant le souper et la pluie commençait à tomber avec force. J'allais demander un parapluie lorsqu'une réflexion m'arrêta. Je serais un bien grand sot, me dis-je, d'aller vérifier ce que m'a dit un homme ivre. Peut-être d'ailleurs a-t-il voulu me faire quelques méchantes plaisanteries pour apprêter à rire à ces honnêtes provinciaux, et le moins qu'il puisse m'en arriver, c'est d'être trempé jusqu'aux os et d'attraper un bon rhume. De la porte, je jetai un coup d'œil sur la statue ruisselante d'eau, et je montai dans ma chambre sans rentrer dans le salon.
Je me couchai, mais le sommeil fut long à venir. Toutes les scènes de la journée se représentaient à mon esprit. Je pensais à cette jeune fille, si belle et si pure, abandonnée à un ivrogne brutal. Quelle odieuse chose, me disais-je, qu'un mariage de convenance. Un maire revêt une écharpe tricolore, un curé une étole, et voilà la plus honnête fille du monde livrée au Minotaure. Deux êtres qui ne s'aiment pas, que peuvent-ils se dire dans un pareil moment que deux amants achèteraient au prix de leur existence? Une femme peut-elle jamais aimer un homme qu'elle aura vu grossier une fois? Les premières impressions ne s'effacent pas. Et j'en suis sûre, ce monsieur Alphonse méritera bien d'être haï. Durant mon monologue, que j'abrège beaucoup, j'avais entendu force aller et venue dans la maison. Les portes s'ouvrirent et se fermer, des voitures partirent, puis il me semblait avoir entendu sur l'escalier les pas légers de plusieurs femmes se dirigeant vers l'extrémité du corridor opposé à ma chambre. C'était probablement le cortège de la mariée qu'on menait au lit. Ensuite, on avait redescendu l'escalier, la porte de Madame de Péréorade s'était fermée. Oh, que cette pauvre fille, me dis-je, doit être troublée et mal à son aise. Je me tournai dans mon lit de mauvaise humeur. Un garçon joue un sot rôle dans une maison où s'accomplit un mariage. Le silence régnait depuis quelque temps lorsqu'il fut troublé par des pas lourds qui montaient l'escalier. Les marches de bois craquèrent fortement. « Quel butor !» m'écriai-je. « Je parie qu'il va tomber dans l'escalier. » Tout redevint tranquille. Je pris un livre pour changer le cours de mes idées. C'était une statistique du département, ornée d'un mémoire de M. de Péréorade sur les monuments druidiques de l'arrondissement de Prades. Je m'assoupis à la 3e page. Je dormis mal et me réveillai plusieurs fois. Il pouvait être 5 heures du matin et j'étais éveillée depuis plus de 20 minutes lorsque le coq chanta. Le jour allait se lever. Alors j'entendis distinctement les mêmes pas lourds, le même craquement de l'escalier que j'avais entendu avant de m'endormir. Cela me parut singulier. J'essayais, en bâillant, de deviner pourquoi M. Alphonse se levait si matin. Je n'imaginais rien de vraisemblable. J'allais refermer les yeux lorsque mon attention fut de nouveau excitée par des trépignements étranges auxquels se mêlèrent bientôt le tintement des sonnettes et le bruit des portes qui s'ouvraient avec fracas. Puis je distinguai des cris confus. Mon ivrogne aura mis le feu quelque part, pensai-je, en sautant à bas de mon lit. Je m'habillai rapidement et j'entrai dans le corridor. De l'extrémité opposée partaient des cris et des lamentations et une voix déchirante dominait toutes les autres. « Mon fils! Mon fils !» Il était évident qu'un malheur était arrivé à M. Alphonse. Je courus à la chambre nuptiale. Elle était pleine de monde. Le premier spectacle qui frappa ma vue fut le jeune homme à demi vêtu, étendu en travers sur le lit dont le bois était brisé. Il était livide, sans mouvement. Sa mère pleurait et criait à côté de lui. M. de Péréorade s'agitait, lui frottait les tempes avec de l'eau de Cologne ou lui mettait des sels sous le nez. Hélas, depuis longtemps son fils était mort. Sur un canapé, à l'autre bout de la chambre, était la mariée, en proie à d'horribles convulsions. Elle poussait des cris inarticulés et 2 robustes servantes avaient toutes les peines du monde à la contenir. « Mon Dieu !» m'écriai-je. « Qu'est-il donc arrivé ?» Je m'approchai du lit et soulevai le corps du malheureux jeune homme. Il était déjà roide et froid. Ses dents serrées et sa figure noircie exprimaient les plus affreuses angoisses. Il paraissait assez que sa mort avait été violente et son agonie terrible. Nulle trace de sang cependant sur ses habits. J'écartai sa chemise et vis sur sa poitrine une empreinte livide qui se prolongeait sur les côtes et le dos. On eût dit qu'il avait été étreint dans un cercle de fer. Mon pied posa sur quelque chose de dur qui se trouvait sur le tapis. Je me baissai et vis la bague de diamants. J'entraînai M. de Péréorade et sa femme dans leur chambre, puis j'y fis porter la mariée. « Vous avez encore une fille, leur dis-je. Vous lui devez vos soins. » Alors je les laissai seuls. Il ne me paraissait pas douteux que M. Alphonse n'eût été victime d'un assassinat dont les auteurs avaient trouvé moyen de s'introduire la nuit dans la chambre de la mariée.
Ces meurtrissures à la poitrine, leur direction circulaire m'embarrassait beaucoup pourtant, car un bâton ou une barre de fer n'aurait pu les produire. Tout d'un coup, je me souvins d'avoir entendu dire qu'à Valence, des braves se servaient de longs sacs de cuir remplis de sable fin pour assommer les gens dont on leur avait payé la mort. Aussitôt, je me rappelais le muletier aragonais et sa menace. Toutefois, j'osais à peine penser qu'il eût tiré une si terrible vengeance d'une plaisanterie légère. J'allais dans la maison, cherchant partout des traces d'effraction et n'en trouvant nulle part. Je descendis dans le jardin pour voir si les assassins avaient pu s'introduire de ce côté, mais je ne trouvai aucun indice certain. La pluie de la veille avait d'ailleurs tellement détrempé le sol qu'il n'aurait pu garder d'empreintes bien nettes. J'observais pourtant quelques pas profondément imprimés dans la terre. Il y en avait dans deux directions contraires, mais sur une même ligne, partant de l'angle de la haie contiguë au jeu de paume et aboutissant à la porte de la maison. Ce pouvaient être les pas de M. Alphonse lorsqu'il était allé chercher son anneau au doigt de la statue. D'un autre côté, la haie, en cet endroit, étant moins fourrée qu'ailleurs, ce devait être sur ce point que les meurtriers l'auraient franchi. Passant et repassant devant la statue, je m'arrêtai un instant pour la considérer. Cette fois, je l'avouerai, je ne pus contempler sans effroi son expression de méchanceté ironique. Et la tête toute pleine des scènes horribles dont je venais d'être le témoin, il me semble avoir une divinité infernale applaudissant au malheur qui frappait cette maison. Je regagnai ma chambre et j'y restai jusqu'à midi. Alors je sortis et demandai des nouvelles de mes hôtes. Ils étaient un peu plus calmes. Mademoiselle de Puy-Garrigues, je devrais dire la veuve de M. Alphonse, avait repris connaissance. Elle avait même parlé au procureur du roi de Perpignan, alors en tournée à Île, et ce magistrat avait reçu sa déposition. Il me demanda la mienne. Je lui dis ce que je savais et ne lui cachai pas mes soupçons contre le muletier aragonais. Il ordonna qu'il fût arrêté sur le champ. « Avez-vous appris quelque chose de Madame Alphonse ?» demandai-je au procureur du roi, lorsque ma déposition fut écrite et signée. « Cette malheureuse jeune personne est devenue folle, me dit-il en souriant tristement. Folle, tout à fait folle. Voici ce qu'elle compte. Elle était couchée, dit-elle, depuis quelques minutes, les rideaux tirés, lorsque la porte de sa chambre s'ouvrit et quelqu'un entra. Alors, Madame Alphonse était dans la ruelle du lit, la figure tournée vers la muraille. Elle ne fit pas un mouvement, persuadée que c'était son mari. Au bout d'un instant, le lit cria comme s'il était chargé d'un poids énorme. Elle eut grand peur, mais n'osa pas tourner la tête. 5 minutes, 10 minutes peut-être. Elle ne peut se rendre compte du temps, se passèrent de la sorte. Puis elle fit un mouvement involontaire, ou bien la personne qui était dans le lit en fit un, et elle sentit le contact de quelque chose de froid, comme la glace. Ce sont ses expressions. Elle s'enfonça dans la ruelle, tremblant de tous ses membres. Peu après, la porte s'ouvrit une seconde fois, et quelqu'un entra qui dit « Bonsoir, ma petite femme ». Bientôt, après, on tira les rideaux. Elle entendit un cri étouffé. La personne qui était dans le lit à côté d'elle se leva sur son séant et parut étendre les bras en avant. Elle tourna la tête alors et vit, dit-elle, son mari à genoux auprès du lit, la tête à la hauteur de l'oreiller, entre les bras d'une espèce de géant verdâtre qui l'étreignait avec force. Elle dit, et m'a répété 20 fois, pauvre femme, elle dit qu'elle a reconnu, devinez-vous, la Vénus de bronze, la statue de Monsieur de Péréorade. Depuis qu'elle est dans le pays, tout le monde en rêve. Mais je reprends le récit de la malheureuse folle. À ce spectacle, elle perdit connaissance et probablement depuis quelque instant elle avait perdu la raison. Elle ne peut en aucune façon dire combien de temps elle demeura évanouie. Revenue à elle, elle revit le fantôme ou la statue, comme elle dit toujours, immobile, les jambes et le bas du corps dans le lit, le buste et les bras étendus en avant, et entre ses bras son mari, sans mouvement. Un coq chanta, alors la statue sortit du lit, laissa tomber le cadavre et sortit. Madame Alphonse se pendit à la sonnette, et vous savez le reste. On amena l'Espagnol, il était calme, et se défendit avec beaucoup de sang-froid et de présence d'esprit. Du reste, il ne nia pas le propos que j'avais entendu.
Mais il l'expliquait, prétendant qu'il n'avait voulu dire autre chose, sinon que le lendemain, reposé qu'il serait, il aurait gagné une partie de paume à son vainqueur. Je me rappelle qu'il ajouta « Un Aragonais, lorsqu'il est outragé, n'attend pas au lendemain pour se venger. » Si j'avais cru que M. Alphonse eût voulu m'insulter, je lui aurais sur le champ donné de mon couteau dans le ventre. On compara ses souliers avec les empreintes de pas dans le jardin. Ses souliers étaient beaucoup plus grands. Enfin, l'hôtelier chez qui cet homme était logé assura qu'il avait passé toute la nuit à frotter et à médicamenter un de ses mulets qui était malade. D'ailleurs, cet Aragonais était un homme bien famé, fort connu dans le pays, où il venait tous les ans pour son commerce. On le relâcha donc en lui faisant des excuses. J'oubliais la déposition d'un domestique qui, le dernier, avait vu M. Alphonse vivant. C'était au moment qu'il allait monter chez sa femme et, appelant cet homme, il lui demanda d'un air d'inquiétude s'il savait où j'étais. Le domestique répondit qu'il ne m'avait point vu. Alors M. Alphonse fit un soupir et resta plus d'une minute sans parler. Puis il dit « Allons, le diable l'aura emporté aussi. » Je demandai à cet homme si M. Alphonse avait sa bague de diamants lorsqu'il lui parla. Le domestique hésita pour répondre. Enfin, il dit qu'il ne le croyait pas, qu'il n'y avait fait au reste aucune attention. S'il avait eu cette bague au doigt, ajouta-t-il en se reprenant, je l'aurais sans doute remarqué car je croyais qu'il l'avait donnée à Madame Alphonse. En questionnant cet homme, je ressentais un peu de la terreur superstitieuse que la déposition de Madame Alphonse avait répandue dans toute la maison. Le procureur du roi me regarda en souriant et je me gardai bien d'insister. Quelques heures après les funérailles de M. Alphonse, je me disposais à quitter Île. La voiture de M. de Péréorade devait me conduire à Perpignan. Malgré son état de faiblesse, le pauvre vieillard voulut m'accompagner jusqu'à la porte de son jardin. Nous le traversâmes en silence, lui se traînant à peine appuyé sur mon bras. Au moment de nous séparer, je jetai un dernier regard sur la Vénus. Je prévoyais bien que mon hôte, quoiqu'il ne partageât point les terreurs et les haines qu'elle inspirait à une partie de sa famille, voudrait se défaire d'un objet qui lui rappellerait sans cesse un malheur affreux. Mon intention était de l'engager à la placer dans un musée. J'hésitais pour entrer en matière, quand M. de Péréorade tourna machinalement la tête du côté où il me voyait, regarder fixement. Il aperçut la statue et aussitôt fondit en larmes. Je l'embrassai et, sans oser lui dire un seul mot, je montai dans la voiture. Depuis mon départ, je n'ai point appris que quelques jours nouveaux soient venus éclairer cette mystérieuse catastrophe. M. de Péréorade mourut quelques mois après son fils. Par son testament, il m'a légué ses manuscrits, que je publierai peut-être un jour. Je n'y ai point trouvé le mémoire relatif aux inscriptions de la Vénus. P.S. Mon ami M. de P. vient de m'écrire de Perpignan que la statue n'existe plus. Après la mort de son mari, le premier soin de Madame de Péréorade fut de la faire fondre en cloche, et sous cette nouvelle forme, elle sert à l'église d'Île. Mais, ajoute M. de P., il semble qu'un mauvais sort poursuive ceux qui possèdent ce bronze. Depuis que cette cloche sonne à Île, les vignes ont gelé 2 fois.